Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, pas bonsoir. Bonjour, c'est l'obscurité. C'est pas couché en fait. Je vais essayer d'être moins à contretemps que ce que mon adresse liminale le laisse penser, mais en fait, je voulais donc vous saluer tous et toutes et vous souhaiter la bienvenue dans cette séance du festival de l'EHESS Allez savoir à Marseille. Nous sommes ici dans le musée d'histoire de la ville de Marseille, que je vous incite ensuite à aller visiter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est un magnifique musée. Alors, la table ronde d'aujourd'hui, pour laquelle je vais devoir faire la modération, et d'ailleurs je vais commencer dès maintenant par demander aux invités d'arrêter de bavarder. Voilà. Et donc la table ronde d'aujourd'hui est consacrée aux Lumières. Alors, on en parlait avec certains participants de ce festival. C'est vrai que peut-être que cette année, plus que toutes les autres, les tables rondes se répondent beaucoup et dialoguent entre elles. Et c'est le cas aussi de la table ronde d'aujourd'hui, puisque, au fond, en écoutant hier la table ronde proposée par les sociologues et les philosophes du LIERFIT, j'avais entendu, il avait été dit par Bruno Carcenti en particulier, que les sciences, il avait eu cette forte affirmation que les sciences sociales rendaient compte de ce que c'est que le temps beaucoup mieux que la physique ou les mathématiques. Notamment, les sciences sociales permettaient de sortir de cette tension, de cette difficulté de penser ensemble un temps objectif ou un temps subjectif, un temps objectif cosmologique, tel qu'il est mesuré par la physique ou les mathématiques, et le temps subjectif, qui n'est autre que le temps dont parle saint Augustin au livre 9 des Confessions, à savoir le temps n'existe pas en dehors de la perception humaine, cette conception donc d'un temps intime, psychologique. Donc comment est-ce qu'on articule ces deux catégories? Les sociologues et les philosophes s'y sont essayés hier. Parmi ceux qui ont essayé de dépasser cette aporie, il y a un historien philosophe, Rainer Koselleck, allemand, qui s'est éteint en 2006. Et cet historien, justement, ou cet historien philosophe, comme sont souvent les collègues allemands qui ont ce tropisme philosophique, pour Koselleck, le rapport des hommes au temps est historiquement déterminé et se laisse saisir au moyen de deux catégories qu'il définit. D'une part, ce qu'il appelle l'espace d'expérience. Alors, l'espace d'expérience, c'est la façon dont passé et présent sont tissés par les individus au sein d'une société donnée. Donc, la négociation en permanence de ce passé dans le présent des individus. Et puis, l'autre catégorie, c'est ce qu'il appelle l'horizon d'attente. Cette fois-ci, c'est plutôt le tissage du présent avec le futur, la façon dont le présent est habité par ce que Ricoeur appelle le pas encore arrivé. Et donc ces deux catégories, pour Koselleck, qui est un historien aussi donc du XVIIIe siècle, ces deux catégories connaissent un bouleversement majeur entre 1750 et 1850. Ce bouleversement majeur que Koselleck identifie avec la modernité est marqué précisément par une sorte de dilatation de l'espace occupé par cet horizon d'attente, une sorte qui ferait au fond des Lumières à la fois un point d'aboutissement et un point de départ. Point d'aboutissement parce que ce serait la fin d'un processus de sécularisation, au cours duquel, et je parle vraiment à très gros traits, le politique aurait pris le pas sur le religieux, donc, et l'État aurait affirmé sa force de cette manière-là
ce qui lui aurait permis de mettre fin, au fond, aux guerres civiles, aux guerres de religion qui marquaient le XVIe et le XVIIe siècle. Et en faisant ainsi s'effondrer les cadres chrétiens de la représentation de l'histoire, hein, puisqu'en sécularisant l'État, le politique, les grands cadres chrétiens de la représentation de l'histoire se seraient à leur tour effondrés, c'est-à-dire qu'auparavant, hein, l'expérience des individus se pensait au sein de la révélation biblique, depuis la création jusqu'à la fin du monde et la résurrection universelle. Les Lumières, donc, voient se créer un glissement, un bâillement de plus en plus large entre l'espace d'expérience et l'horizon d'attente. Cet horizon d'attente se dilate, hein, il n'est que penser à l'utopisme des penseurs des Lumières, dont on va peut-être entendre parler, ou pour parler comme Philippus le prophète, le personnage de Tintin dans l'île mystérieuse, la fin des temps est remise à une date ultérieure. L'idée de progrès est le fruit de cette nouvelle conception de l'histoire qui naîtrait à ce moment-là. Et même plus, cette réflexivité historique, enfin de ce bâillement, hein, naîtrait une réflexion historique, c'est-à-dire que la façon qu'ont les hommes et les femmes de se situer sur cette flèche du temps, un temps orienté vers le futur, aimanté vers le futur, devient le propre de l'individu moderne. La conscience historique deviendrait ainsi serait devenue la forme que prend la conscience de soi dans les sociétés contemporaines. Alors là, je viens de rappeler les grands cadres du débat, hein, au sein duquel on voudrait situer la discussion d'aujourd'hui. Et pour cela, je suis bien entourée, parce que moi-même, je ne suis pas forcément la meilleure personne, puisque je suis spécialiste de la Renaissance, même si, à mon tour, je pourrais aussi entrer dans le débat en amont. Mais en tout cas, pour questionner les Lumières, nous avons la chance de pouvoir écouter aujourd'hui donc Arnaud Aurin, qui est économiste, professeur à l'université de Paris 8, peut-être d'abord historien de l'économie, puisqu'il a consacré un livre au système de l'eau, à la banqueroute de l'eau, bien connue aussi bien des économistes que des historiens des Lumières, et prépare actuellement un livre consacré aux savoirs économiques modernes. Et sa présence dans cette table ronde organisée par le Centre de recherche historique s'explique parce qu'il a été détaché pendant 2 ans auprès de ce centre. À sa gauche se trouve Silvia Sebastiani, directrice d'études de l'EHESS, historienne, spécialiste des Lumières écossaises, plus particulièrement, en tout cas au départ. Elle est également la co-autrice avec Jean-Frédéric Chaube d'un ouvrage récent portant sur race et histoire dans les sociétés occidentales. Ça va du XVIe siècle au XVIIIe siècle, et l'expertise de Silvia porte véritablement sur les Lumières. À sa gauche, à nouveau, Antoine Lilti. Il est pour quelques jours encore directeur d'études de l'EHESS, mais il va devoir retourner au Collège de France, où il va occuper la chaire Histoire des Lumières, avec une temporalité intéressante, 18e, 21e siècle. Alors, une partie de ses recherches porte sur la sociabilité et les formes de reconnaissance, de notoriété du XVIIIe siècle, des Lumières. Mais tout un second pan de ses travaux sont consacrés à l'héritage des Lumières, auquel il a consacré un livre paru en 2019, très récemment. Voilà, j'ai sans doute déjà trop parlé, mais je vais laisser la parole peut-être d'abord à Antoine pour nous dire à son tour comment il se situe dans ce grand cadre où il situe les Lumières dans ce cadre qui leur donne une sorte de privilège et de place prééminente dans notre rapport à l'historicité. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à toutes et à tous.
Tu as ouvert très largement l'espace des références, hein, de Kozlek à Tintin, donc on va essayer de se faufiler. Je voudrais repartir de ce que tu viens de dire, donc effectivement, de ce qui est le plus connu, c'est-à-dire que quand on associe, qu'on parle des Lumières et du rapport au temps des Lumières, très souvent, effectivement, ce à quoi on pense, c'est à l'idée d'une nouvelle temporalité moderne dirigée vers le progrès, avec cette idée que les Lumières, c'est la naissance des théories du progrès, d'une vision de l'histoire dirigée vers le futur, vers un optimisme des progrès humains. Alors, on va, je crois, tous les trois essayer de nuancer aujourd'hui un peu cette image, mais il faut effectivement partir d'abord des bases, et ce n'est pas non plus une image qui est totalement fausse, et on a bien effectivement au XVIIIe siècle toute une série de penseurs qui essayent de réfléchir avec cette catégorie, non pas le progrès avec un grand P, mais au moins les progrès, hein, l'idée de réfléchir au progrès de la civilisation, au progrès des sociétés. Et peut-être que la figure la plus connue de ce point de vue-là, celle qui vous vient à l'esprit, c'est Condorcet. Condorcet qui écrit donc dans son esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, qu'il écrit à la toute fin de sa vie, pendant la Révolution, qui sera publié juste après sa mort en 1795. Condorcet donc brosse une sorte de vaste histoire de l'humanité, en 10 époques, jusqu'à nos jours. Enfin, plus exactement, la 9e époque s'arrête avec la Révolution, et la 10e époque, c'est une sorte de prévision des progrès futurs de l'humanité. Donc, voilà, souvent on a en tête Condorcet, les progrès de l'esprit humain, etc. Alors, il faut nuancer au moins de deux manières. D'abord, rappeler que c'est un texte qui est écrit pendant la Révolution française, et donc d'une certaine manière qui appartient beaucoup plus, même s'il est inspiré par les Lumières, mais qui appartient à l'espace intellectuel, culturel, mental de la Révolution, qui évidemment ouvre un nouveau rapport au temps, un nouveau rapport au progrès. Et donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Et puis, deuxième nuance, c'est qu'en fait, beaucoup de spécialistes de Condorcet ont montré, on pourrait y revenir si vous voulez, mais ont montré que, en réalité, le travail, la réflexion de Condorcet est en fait beaucoup plus complexe. Hein. Il ne s'agit pas d'une croyance naïve dans le progrès cumulatif, mais plutôt d'une réflexion, d'un espoir, et au fond d'une réflexion plus complexe et contradictoire. Et puis surtout, si on revient aux textes, notamment aux grandes histoires publiées et pensées par les auteurs des Lumières qui ont influencé Condorcet, mais qui ont écrit, disons, dans les années 1750, 60, 70, 80, et par exemple Voltaire, on s'aperçoit qu'au fond, les choses sont beaucoup plus compliquées. Par exemple, Voltaire, dans sa grande histoire qui est laissée sur les mœurs, au fond, hésite en permanence entre deux conception de l'histoire, effectivement une histoire des progrès de la civilisation européenne depuis la Renaissance, et puis une histoire qui est celle de la litanie des folies humaines, de l'éternelle superstition, qui là au contraire est une histoire chaotique et un peu désespérante. Voilà. Alors vous n'avez peut-être pas lu l'essai sur les mœurs, parce qu'on ne le lit plus beaucoup, mais enfin vous avez lu Candide, et vous savez bien que Candide, c'est tout sauf l'apologie de l'optimisme et du progrès. Au contraire, hein, c'est un livre où les héros sont plongés dans une série de folies, et la fameuse conclusion, hein, cultivons notre jardin, si vous relisez Candide, vous verrez à quel point c'est une conclusion assez sinistre, à vrai dire. C'est un peu le manuel du survivaliste. Hein. Il s'agit... non, vraiment, hein, c'est un guide de la décroissance, hein, Candide. Je suis très étonné, d'ailleurs, que les écologistes ne s'en saisissent pas davantage. On n'est pas du tout dans le temps idéal du progrès. Donc ça, c'est mon premier point. Il faut nuancer cette idée. Donc vous voyez, je brosse à très grands traits. On y reviendra si vous, dans la discussion. Mais voilà, il faut nuancer cette idée des Lumières comme temps du progrès. Deuxième point que je voudrais faire, c'est que au fond, on peut avoir réfléchir à un autre rapport des Lumières au temps et à leur temps, qui est la question de l'actualité. Cette question de l'actualité, elle est très présente dans le festival. Je crois que la table ronde demain de clôture sera à nouveau consacrée à la question de l'actualité, en tout cas de l'actualité politique. Et au fond, c'est une notion très intéressante pour penser le rapport des Lumières à leur temps.
Alors, je voudrais évoquer un texte qui est un texte de Michel Foucault, qui publie, là aussi, qu'il écrit à la toute fin de sa vie, qui est publié en 1984, et qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Foucault commente un texte d'Emmanuel Kant, et Foucault fait cet argument, il dit « Les Lumières, c'est d'abord et avant tout une pensée de l'actualité. » Foucault dit « la pure actualité ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que ce qui fait rupture dans l'histoire de la pensée avec les Lumières, c'est le fait que la philosophie se met à prendre comme objet aujourd'hui, le temps présent, et le philosophe se met à penser sa propre actualité, c'est-à-dire le monde dans lequel il vit, et ce qui autorise et permet de philosopher. Alors, vous voyez, on est à contrepoint, hein, c'est plus les grandes théories du progrès, c'est au contraire l'idée de faire un diagnostic sur le présent et sur la spécificité irréductible du présent. Alors, c'est un texte qui est à la fois qui est une intuition très brillante, qui, à mon avis, capte bien quelque chose de ce qu'on appelle aujourd'hui la réflexivité des Lumières. Donc, c'est non plus les Lumières comme théorie du progrès, mais les Lumières comme théorie réflexive du présent. Et en même temps, c'est un texte, là aussi on pourrait y revenir dans la discussion, mais qui pose beaucoup de problèmes, et en particulier parce que Foucault, au fond, identifie l'actualité, ce geste réflexif de l'actualité, une espèce de geste absolu du philosophe qui, dans la solitude de son écriture, fait un diagnostic sur le présent. Alors, on dirait peut-être c'est comme ça que les philosophes fonctionnent, je ne sais pas s'il y en a là dans la salle, ça permettrait un petit débat, mais en tout cas, on peut se donner une autre définition de l'actualité pour penser le rapport des Lumières au présent et à la temporalité, qui est une définition plus historique ou plus sociologique de l'actualité, qui consiste à dire que l'actualité n'est pas l'actualité, c'est pas seulement ce qui arrive aujourd'hui. L'actualité, c'est ce dont on parle aujourd'hui, ce dont on parle à propos d'aujourd'hui, et en particulier ce dont on parle dans les journaux. L'actualité, c'est un phénomène médiatique. L'actualité, c'est ce dont parlent les journaux. Alors, au XVIIIe siècle, les journaux, aujourd'hui, la télé, les réseaux sociaux, Internet. Et c'est ce dont les gens parlent à propos de ce qu'ils ont lu dans les journaux. C'est ça l'actualité comme phénomène social et sociologique. Celui qui peut-être a le premier théorisé, et à mon avis de manière très puissante, cette catégorie sociologique de l'actualité comme phénomène médiatique, c'est un sociologue du tournant 19e, 20e siècle, et Gabriel Tarde, un sociologue français, dans ses réflexions sur l'opinion et le public. Et au fond, Tarde montre que l'actualité, c'est ce qui fait exister des publics en tant que public. Qu'est-ce que c'est qu'un public? Un public, ce sont des gens qui ne sont pas forcément en contact les uns avec les autres, mais qui s'intéressent aux mêmes choses au même moment parce qu'ils lisent les mêmes journaux. Voilà, aujourd'hui, on dirait qu'ils regardent les mêmes émissions, etc. Et donc, l'actualité, de ce point de vue-là, c'est un formidable intégrateur de temporalité. C'est un outil, un dispositif social, matériel, avec la périodicité des journaux, médiatique, qui synchronise des temporalités individuelles pour produire le temps collectif du rapport au présent et du rapport à l'actualité. Et cette actualité, elle se traduit par des formes particulières du rapport au temps qui sont l'actualité suscite, stimule, excite la curiosité du public. Curiosité. Alors, au XVIIIe siècle, on se met justement à parler beaucoup de la curiosité publique, de l'avidité pour les nouvelles, hein, cette idée que les gens attendent impatiemment les nouvelles. Et évidemment, le principe même de la nouvelle en régime médiatique, c'est qu'immédiatement, dès qu'elle est publiée, elle cesse d'être une nouvelle. Et donc, il y a ce rythme nouveau, hein, de la nouvelle qui remplace la nouvelle ancienne, la nouvelle de la veille. Et ça, Tarde l'avait très bien vu. Il expliquait que si vous lisez, il a cette formule très frappante, il dit, si vous lisez un journal et que tout d'un coup vous apercevez que c'était le journal de la semaine dernière, bah, ça devient beaucoup moins intéressant, non pas parce que les nouvelles sont moins intéressantes, mais parce que vous n'avez plus cette conscience de lire, de vous intéresser, de lire ce que d'autres sont en train de lire au même moment.
Et donc, il y a cette temporalité très particulière de l'actualité. Je voudrais, je vais finir par un exemple, mais cette actualité, cette curiosité, évidemment, elle porte sur les grands faits historico-politiques, mais, et ça aussi, c'est en partie, je dirais, une nouveauté du XVIIIe siècle qu'on connaît bien aujourd'hui. Cette actualité, c'est aussi une actualité pour les faits divers, la curiosité, l'intérêt pour les faits divers, l'intérêt pour la vie privée des gens célèbres, des gens connus, et notamment de ces célébrités littéraires, philosophiques que sont les grands écrivains au XVIIIe siècle. Les journaux publient très régulièrement des nouvelles, y compris de la vie privée, des faits et gestes de Voltaire, de Rousseau, etc. Et de ce point de vue-là, ça crée un rythme du rapport, par exemple, à la pensée, à la littérature, à la philosophie, qui est tout à fait nouveau. Terminer sur un exemple un peu plus concret, et là, qui va être justement un événement politique de l'actualité. En 1757, François Robert Damiens s'introduit à Versailles, essaye d'assassiner Louis XV, il ne réussit pas, il est arrêté, il y a un procès, il sera finalement écartelé en place de Grève. C'est un épisode bien célèbre de l'histoire du XVIIIe siècle. Mais il y a des historiens qui ont regardé la façon dont les journaux en parlent. Et tous les journaux racontent jour après jour le procès de Damiens et essaye de nourrir l'actualité du public. Et je vous ai amené une petite citation pour vous montrer que les journaux, effectivement, nourrissent cette curiosité pour l'actualité et en plus réfléchissent et commentent cette actualité, cette curiosité du public et les mécanismes médiatiques qui l'alimentent. Alors c'est le Courrier d'Avignon, on n'est pas si loin d'ici, qui dit « La curiosité sur ce qui regarde Damiens n'est pas plus satisfaite aujourd'hui qu'elle l'était au commencement de ce procès. C'est toujours la même variation dans ce qui se débite, et les discours qu'on a tenus le matin sont contredits par ceux qu'on tient le soir. » Alors vous voyez, ce rythme des journaux qui commentent le fait qu'ils continuent à publier des choses alors qu'ils n'ont rien de nouveau à dire, mais parce qu'il y a cette curiosité du public qui est sans cesse alimentée et sans cesse déçue, vous voyez, y compris le commentaire sur ce que c'est que l'actualité est déjà très présent au XVIIIe siècle. Donc c'est une autre manière de regarder le rapport des Lumières à la temporalité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine. Donc voilà, on commence à voir effectivement se profiler cette idée que la modernité des Lumières ne serait pas où on l'avait cru, en tout cas pas dans son régime d'historicité, ou peut-être pas dans son régime d'historicité, peut-être pas dans cette idée de progrès dont on attend, sur lequel on a tant écrit, mais serait plutôt à rechercher du côté de dispositifs, effectivement, sociaux, médiatiques, comme tu l'as décrit. Mais peut-être que Sylvia Sebastiani va nous donner une autre réponse. On verra. Bonjour à toutes et tous et merci pour être ici un samedi matin. Heureusement, il y a la pluie, donc peut-être ça aide. Donc, merci en effet et pour l'introduction, Caroline, et pour avoir ouvert ces débats. Et je chercherai à reprendre une question un peu plus classique, qui c'est vraiment la question du progrès historique, mais j'essaierai à mon tour de déplacer la manière de considérer les Lumières par rapport à cela. Et je le ferai à partir d'un autre espace, qui est celui considéré par Antoine, entre Condorcet, Voltaire, et en arrivant Michel Foucault et Gabriel Tarde. Je m'occuperai de ce que l'historiographie a identifié depuis les années 1970 comme les Lumières écossaises. Il me semble que la familiarité des Lumières écossaises, surtout dans l'enseignement secondaire, je ne sais pas s'il y a aussi des enseignantes du secondaire ici, est encore relative en France. Et il me semble d'autant plus importante de m'attarder sur cet espace de réflexion qu'est l'Écosse, que je suis convaincue du fait que les Lumières sont un mouvement intellectuel, politique et social pluriel, polyphonique et hétérogène, qui ne porte pas, dès Paris à Naples jusqu'à Glasgow-Édimbourg, un seul discours sur les sociétés humaines et qui ne renvoie pas non plus à une seule temporalité. Selon une lecture que nous partageons tous les trois, Antoine, et Arnaud et moi-même, je considère les Lumières comme un débat et non comme une doctrine, un programme réformateur ou un ensemble cohérent d'idées et de valeurs. J'insiste sur ce point.
d'un autre point de vue, parce que déjà Antoine a souligné la question de la curiosité, la question de l'actualité, la question du débat médiatique. Si une définition, je pense, de ces mouvements est encore possible aujourd'hui, c'est précisément celle d'un débat ouvert, continu, incessant. Les philosophes partagent un grand nombre de questions communes, mais divergent sur les réponses apportées ainsi que sur la manière de les aborder. Et ceci est vrai à différentes échelles. Les philosophes polémiques se critiquent et se répondent dans une même université, dans une même ville, dans un même pays, à travers l'Europe, dans l'espace atlantique et au-delà. Souvent, il revient sur leurs propres propos dans des textes remaniés, à des années ou des décennies de distance, ce qui constitue une autre façon de regarder les temps et les contre-temps. La dimension polémique de l'échange est centrale à la définition même des Lumières. La manière d'écrire l'histoire, ou plutôt les manières différentes et plurielles d'écrire les récits historiques, il n'y a pas du tout une seule manière de l'écrire, il n'y a pas du tout un seul genre historique, ne fait pas exception, même si nous pouvons peut-être mettre en évidence certaines lignes partagées. Et je suis d'accord, ce n'est pas de dire les Lumières et les progrès n'ont rien à voir avec les Lumières. Ce n'est pas ça l'essence, c'est une tentative de nuancer la question. Tout va tomber, toutes mes notes. En son temps, Voltaire s'est moqué à propos des progrès de l'esprit humain provenant d'Écosse. Il affirme, je cite, « Aujourd'hui, c'est-à-dire en 1764, il nous vient d'Écosse les règles des goûts dans tous les arts, depuis les poèmes épiques jusqu'au jardinage. » Mais en même temps, il déclare sa grande admiration pour les historiennes. Je suis désolée, j'avais promis de ne pas nommer David Hume, mais je n'arriverai pas. David Hume et William Robertson, et pour leur façon d'aborder l'histoire en philosophe. C'est dommage que nos collègues d'hier sont déjà partis parce qu'on aurait pu discuter aussi autour de cela. Comment l'écrit Voltaire en 1768 ? Dans un commentaire à la History of England de David Hume, je cite, « Il n'appartient qu'aux philosophes d'écrire l'histoire ». Par cette formule, Voltaire entend une histoire fondée sur des faits avérés et des preuves impartielles, utiles et intéressantes, car capables d'analyser le mœurs des peuples et les progrès de l'esprit humain. Et le progrès de l'esprit humain, c'est entre guillemets évidemment. C'est précisément le développement d'une théorie du progrès qui a été considérée par l'historiographie contemporaine comme la contribution spécifique des Lumières écossaises ou Lumières européennes, disons, ou Lumières en général. Des philosophes tels que Adam Smith, Adam Ferguson, Lord Keynes, William Robertson ou John Millard, pour n'en citer que quelques-uns, ont écrit des histoires dites progressives car elles décrivent les étapes du développement social et économique de l'humanité, de la sauvagerie, c'est un terme de source primitive, à la société civile, civil society. Ce faisant, elles construisent un autre rapport au temps et à la temporalité en remettant en cause tant la conception cyclique de l'histoire que celle biblique des temps humains marqués au saut de la chute jusqu'à l'heure dominante. Ces historiens écossais détournent leur attention de la chronologie pour se concentrer sur les mœurs. Plutôt que de parler des rois, des batailles, d'événements politiques, des royaumes ou des États qui constituaient le cœur des histoires traditionnelles, ils s'intéressent au cheminement des peuples vers la civilisation. Ces néologismes du milieu du XVIIIe siècle devient, à partir des années 1770, en Écosse comme en France, un mot-clé pour désigner les processus historiques qui conduisent vers la civil society, une société civilisée et policée du point de vue de ses mœurs, de ses arts, ainsi que des développements économiques. S'il n'y a pas une seule manière d'écrire cette histoire, si les débats à l'intérieur de l'Écosse sont vifs et sans solution, quelques éléments constitutifs de la vision d'Adam Smith sont néanmoins adoptés par une grande partie de ses collègues. C'est que l'historiographie moderne a appelé, avec Ronald Meek, la théorie des 4 stades, c'est Four Stages Theory, qui modélise ces processus de transformation des sociétés. Et je souligne les verbes modéliser, parce que je pense que c'est vraiment un modèle. Et c'est de ce type d'histoire que je vais parler maintenant. 20 ans avant de publier La richesse des nations, en 1776, l'ouvrage auquel le nom d'Adam Smith est immédiatement associé, Smith est professeur de droit et puis de philosophie morale à Glasgow.
C'est dans ces cours des années 1750 et 60 que Smith esquisse les grandes étapes de l'évolution humaine scandées par la succession des modes de subsistance, à long desquels il trace les progrès. Première, c'est l'âge de la chasse. Deuxième, l'âge de l'élevage, l'âge de l'agriculture et enfin l'âge du commerce. Il s'agit d'une progression graduelle depuis l'extrême simplicité des formes institutionnelles et sociales des stades dites sauvages et barbares jusqu'à leur articulation complexe dans les sociétés commerciales du XVIIIe siècle. Depuis l'uniformité jusqu'à la variété, obtenue grâce à la division du travail, depuis les sauvages insensibles jusqu'au man of feeling moderne qui signe la fin de l'accouplement animal et ouvre la voie à une vie familiale réglementée et morale. Ces processus historiques se caractérisent par la diffusion du commerce et l'adoucissement des mœurs. Dans les temps, l'être humain, initialement très proche de l'animal, acquiert sa pleine humanité. Certains auteurs utilisent même le verbe to humanize, c'est-à-dire s'humaniser, pour décrire ces processus. Donc, cela signifie que l'humanité devient un produit de l'histoire et du temps historique. C'est dans les cadres des récits des 4 stades que la femme, réduite en esclavage et méprisée dans toutes les sociétés dites sauvages, acquiert un nouveau statut dans la société commerciale. Le progrès de la société humaine va de pair avec celui de la condition féminine, qui devient la mesure même de la civilisation. Les historiens des Lumières construisent ainsi une histoire qui fait sa place aux femmes, une place qui diffère d'un stade à l'autre. Je ne vais pas développer cette question, mais on pourra y revenir dans les débats si vous le souhaitez. Dans ces schémas, l'être humain progresse par nécessité, poussé par ses propres besoins. La croissance de la population est le primo movens du progrès dans les premiers stades, tandis que le passage de l'agriculture à la société commerciale est déterminé par la division du travail qui marque une césure fondamentale. Cette conception de l'histoire et du progrès historique se fonde sur la méthode comparative, telle qu'il avait mise en place Montesquieu. Les sociétés humaines, et ça, pour reprendre la chose que Caroline citait, répondent à des lois universelles comparables aux lois physiques, disait Montesquieu, par rapport à la question qui, si les sciences sociales ou les sciences physiques répondent mieux au temps et à l'espace. Il n'existe pas un homme présocial, mais son espace naturel est la société elle-même. Deuxième élément constitutif de ce nouveau récit, l'idée exprimée par David Hume, selon laquelle la nature humaine est constante et uniforme et les hommes, placés en situation similaire, réagissent de la même manière. Le schéma des stades indique les cours naturels du développement des sociétés, reliant ainsi les histoires des peuples à l'histoire de l'espèce. Mais ces schémas, qui inscrit les stades dans une relation de continuité et semble produire un temps linéaire, homogène et tourné vers l'avenir, est plus complexe de ce qu'il paraît. Ce sont les historiens écossais eux-mêmes qui remettent en question cette linéarité. Tout d'abord, le modèle stadial développé par Adam Smith et adopté par un nombre important d'historiens écossais concerne moins le futur que les parcours historiques qui amènent du passé au présent. En effet, un nombre reste là, important d'historiens écossais soulignent les caractères équivoques de la civilisation et expriment leur inquiétude vis-à-vis du futur. Encore plus important, peut-être, les modèles stadiales ne correspondent pas au véritable parcours historique suivi par les sociétés, car ce parcours est marqué par des exceptions. Pour le dire autrement, une grande partie des sociétés n'ont pas suivi les cours naturels du progrès esquissés par la théorie des 4 stades. Les historiens écossais sont confrontés à la variété des situations historiques des populations du monde du XVIIIe siècle. Dans leur analyse et vocabulaire, les Amérindiens sont restés à l'état sauvage de la chasse, les Chinois, les premiers à s'être développés à une époque bien plus ancienne que les peuples de l'Europe, comme disait aussi Voltaire, Antoine a cité l'essai sur les mers qui s'ouvre sur la Chine, ont arrêté leur progression avant d'atteindre la pleine civilisation. Mais même l'Europe a suivi ce qu'Adam Smith appelle, je cite, un ordre innaturel et rétrograde, et non les courses naturelles du progrès stadial.
car en Europe, le développement du commerce a précédé celui de l'agriculture en raison du régime féodal de la terre. Et seuls les États-Unis naissants semblent avoir suivi les cours naturels. Et cela suggère que la théorie stadiale est tout d'abord un modèle conceptuel qui se distingue de l'ordre historique et qui peut même être contraire à celui-ci. Un autre aspect mérite d'être souligné. L'histoire s'est construite par une double opération de distanciation temporelle et spatiale. Les passés des stades antérieurs peut être les présents d'autres peuples du globe. La théorie du progrès construit un schéma du passé vers le présent, mais en même temps, elle trouve dans la situation présente de certains peuples les vestiges du passé d'autres peuples. C'est ainsi que ce qui constitue le présent d'ici peut croiser dans le présent de là-bas un passé d'ici. Merci beaucoup, Sylvia. Donc là, on revient à une discussion vraiment en interne de cette idée de lumière comme point comme mise à feu, au fond, de l'idée de progrès, de conscience historique qui se projetterait dans une histoire linéaire vers une complication ou une contestation interne qui fait que les Lumières ont à la fois produit l'idée de progrès et sa discussion. Peut-être que justement, s'agissant de ces théories stadiales, qui sont vraiment un point important pour comprendre cet évolutionnisme des Lumières, Arnaud va nous en dire justement davantage. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Caroline. Effectivement, on va revenir dans quelques instants sur la question de la théorie des stades et déplacer ce que Caroline a introduit au départ de cette table ronde. Alors, les économistes des Lumières, qui sont d'abord de grands négociants dans la première moitié du XVIIIe siècle, d'anciens négociants qui vont devenir des hommes de lettres, ceux qui vont créer ce qu'on appelle la science du commerce ou le commerce politique, ils ont une conception assez traditionnelle de l'usage du passé dans le présent et donc dans le présent de l'économie. Ce qu'on appelle parfois le modèle de l'historia magistra vitae, l'histoire maîtresse de la vie, on la retrouve dans les écrits de ces scientifiques du commerce, où ils nous expliquent finalement qu'est-ce qui s'est passé autrefois chez les Phéniciens, leur constitution, leur police, c'est-à-dire leur règlement, leurs lois autour du commerce, et puis qu'est-ce qu'ils commerçaient. Alors ça pouvait leur permettre finalement de chercher des enchaînements de cause à effet. Des choses qui se reproduisent dans l'histoire. Alors, un des grands thèmes de la science du commerce autour de ces reproductions de cause à effet, en cherchant dans le passé ce qui peut nous expliquer le présent, c'est la comparaison entre Rome et l'Espagne du XVIIe, XVIIIe siècle en particulier. Donc Rome conquérante, qui va prélever des tribus, qui va voir beaucoup de métaux précieux arriver en son centre, et qui va créer, donc ce qui va créer un phénomène inflationniste, ce qui va conduire à une difficulté à contrôler l'empire parce que c'est trop compliqué d'avoir un empire terrestre de cette taille. Et donc on plaque cette idée sur l'Espagne américaine. L'afflux d'or et d'argent, l'afflux de métaux précieux en Espagne, une colonisation territoriale et pas une colonisation par la mer. Rome et l'Espagne moderne n'étant pas ce qu'on appelle des thalassocraties, c'est-à-dire des puissances de la mer, qui sont en général considérées comme le bon modèle. Donc là, on peut, avec cette science du commerce, apprendre du passé, plaquer des modèles de l'Antiquité en général sur le monde moderne. Mais il va y avoir une rupture très importante avec la naissance de l'économie politique, c'est-à-dire dans les années fin des années 1750, 1760, 1770, en particulier avec un groupe assez célèbre qu'on appelle les physiocrates. Physiocratie, ça veut dire pouvoir de la nature, et notamment les deux inventeurs de la physiocratie, François Quesnay et le marquis de Mirabeau, qui vont nous expliquer qu'en fait, on ne peut plus se servir du passé. Le passé n'a plus grand-chose à nous dire lorsqu'on s'intéresse à l'économie du temps présent. Alors, et c'est là qu'on revient à ce que Sylvia nous a expliqué avec la théorie des stades écossaise. Au même moment, les physiocrates vont pourtant eux aussi produire une philosophie de l'histoire
sous forme d'une théorie des stades de l'humanité. Donc, il y aurait eu une succession de modes de subsistance et de régimes de propriété sous forme de 4 stades. Les chasseurs-cueilleurs, les éleveurs, c'est-à-dire les pasteurs, puis les agriculteurs, et c'est là que va naître une institution fondamentale pour les économistes, qu'est la propriété privée. Et ensuite, on arriverait au stade du commerce, avec l'urbanisation, le négoce international, etc. Mais le problème, c'est que cette théorie des stades, pour nos économistes politiques des années 1750, 60, 70, elle pose un gros problème, parce que le 4e stade, le stade négociant, est un stade de dépravation. Là, la société est sous la coupe des intérêts des négociants, et ça n'est pas ce qu'enseigne l'ordre naturel de l'économie politique. L'ordre naturel de l'économie politique, c'est la priorité absolue qui doit être donnée à l'agriculture et à 2 lois fondamentales qui sont le respect de la propriété privée dans tous les cas, ce que ne font pas les négociants, qui la violent avec des systèmes monopolistiques, avec des lois qui entravent la propriété. Et la 2e loi naturelle, c'est la liberté du commerce illimitée, ce que le régime des négociants, ce que ce 4e stade viole également en permanence. Donc, que faut-il faire? Il faut faire un reset, comme sur nos appareils électroniques. Pour les physiocrates, il faut appuyer sur la touche reset, faire un reset de l'histoire pour finalement provoquer une rupture temporelle, une rupture dans le temps, un épisode traumatique et disruptif qui doit refonder le temps, en fait, et créer un ordre naturel qui sera immobile ou presque, qui sera un éternel recommencement. Alors je cite François Quesnay, là, qui nous dit « Ne cherchons pas des leçons dans l'histoire des nations ou des monarques, elles ne présentent qu'un abîme de désordre. L'ordre naturel constitutif des sociétés est compris dans l'ordre général de la formation de l'univers, où tout est prévu et arrangé par la sagesse suprême. Ne nous écartons pas des voies qui nous sont prescrites par l'Éternel, nous éviterons les erreurs de l'humanité. » Donc, il faut revenir au stade antérieur du négoce, le stade d'agriculture, provoquer un temps kairos, là, si on veut parler comme François Hartog, une nouvelle eschatologie qui va refonder le temps. Et donc, cette refondation du temps, elle nous conduit finalement à imposer des lois atemporelles. Et ces lois atemporelles, on va en voir un exemple dans les assignats de la Révolution française. Alors vous vous souvenez peut-être de ce que c'est les assignats. Les assignats, c'est de la monnaie papier qui est émise par la Révolution française pour tenter de rembourser ses dettes. Parce que la Révolution, elle ne veut pas répudier les dettes de l'Ancien Régime. Alors elle doit beaucoup d'argent, elle doit de l'argent à des banquiers, à des financiers, à des rentiers qui ont prêté de l'argent à la monarchie. Et puis elle veut aussi, la Révolution, supprimer tout un tas d'offices, des juges par exemple, des charges. Et pour cela, pour les supprimer, il faut rembourser très rapidement les détenteurs d'offices qui les possèdent. Alors ça tombe bien puisque Talleyrand, l'évêque d'Autun, a proposé de mettre à disposition de la nation les biens du clergé, qui vont devenir les fameux biens nationaux, qui vont être confisqués à l'Église, donc tout un tas de terres, tout un tas d'abbayes, même de manufactures parfois, qui vont être confisqués à l'Église et qui doivent pouvoir servir à rembourser la dette de l'Ancien Régime. Le problème, c'est qu'elle n'est pas liquide, cette terre. Et on ne peut pas vendre immédiatement ces 2 milliards de livres de terre en un instant pour pouvoir rembourser les créanciers de l'État. Donc on va donner des assignats, ces morceaux de papier assignés sur les terres de l'Église, aux créanciers de l'État, qui vont pouvoir acheter des choses avec, et puis à la fin, il y a quelqu'un qui pourra acheter ces terres, acheter ces biens nationaux avec les assignats. Puis l'assignat devra être détruit. Et ici, c'est le temps qui est en jeu. C'est le temps qui est en jeu parce que les assignats, ce sont des anticipations sur le futur. Et là, on revient à la conception physiocratique du temps qui est un temps éternel et un temps logique. Parce que les partisans de l'assignat, c'est Mona Ozouf qui nous disait que les révolutionnaires voulaient aussi révolutionner le temps, on pense bien sûr au calendrier révolutionnaire,
L'idée, c'est qu'on va avoir des recettes futures, quand on aura vendu les abbayes, les terres en question, mais on a des dettes présentes. Et pour précipiter la révolution, pour accélérer le temps, il faut rembourser tout le monde le plus vite possible. Mirabeau le fils, le comte de Mirabeau, le fils du marquis dont je parlais à un instant, il nous dit qu'il faut absolument que les anciens rentiers, que les détenteurs d'office soient payés sur le champ, avec des assignats. Pourquoi ? Parce qu'on a un héritage à solder très très vite. Si la révolution en tant que sujet veut se construire d'une manière, si on veut utiliser un terme psychanalytique, d'une manière narcissique, elle doit se débarrasser très vite des objets transitionnels que sont les offices, les charges, les dettes. Parce que là, on n'est pas dans un cas d'héritage standard. Là. Dans un cas d'héritage standard, on a des personnes qui meurent et des objets qui restent. Là, c'est l'inverse. Ce qui est mort, ce sont les objets, ce sont les offices, ce sont les rentes. Et ce dont la Révolution hérite, ce sont des vivants, ce sont des gens qui détenaient ces objets. Donc, si on les rembourse très vite en assignats, on va pouvoir effacer les traces de ces objets qui sont quand même problématiques pour nos révolutionnaires, s'ils veulent fonder un temps nouveau. Alors, les adversaires de l'assignat, ils nous disent que ça, c'est justement ce qui n'est pas possible. C'est pas possible, et ça, on retrouve les anciens physiocrates, comme Pierre-Samuel Dupont, qui va devenir Dupont de Nemours en 1789, qui nous explique la chose suivante. Il nous explique, mais les assignats, c'est du papier-monnaie, et comme tout papier-monnaie, le pouvoir va en émettre beaucoup trop, et en émettant beaucoup trop, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Ce papier-monnaie va perdre de sa valeur. Et comme il aura cours légal et cours forcé, eh bien, n'importe qui pourra rembourser ses dettes en monnaie de singe. Parce que ce papier, vous rembourserez une dette de 1000 livres avec un papier de 1000 livres, mais ce papier de 1000 livres, il ne vaudra plus du tout 1000 livres sur le marché. Alors, ils sont horrifiés par ça, et d'un point de vue du temps, ils nous expliquent que c'est renouveler l'année jubilaire du peuple juif. C'est l'idée selon laquelle, on trouve ça dans le Lévitique, l'idée selon laquelle tous les 49 ans, on avait une remise des dettes, une libération des esclaves dans le peuple juif, et que finalement, là encore, c'est une autre forme de reset du temps. On abolit toutes les dettes grâce aux assignats, et on refonde un temps nouveau. Et les adversaires de l'assignat nous expliquent, voilà, la révolution, c'est une révolution circulaire, en fait, au sens de la révolution des planètes. On avait une monarchie, vous allez abolir toutes les dettes, on va venir à une démocratie, puis se formera après une aristocratie, on reviendra vers la monarchie, et vous allez, en fait, avec vos assignats, nous recréer un temps cyclique, un temps de révolution des planètes. Or, ils nous disent, c'est pas possible. Il y a des lois de l'économie politique qui sont un temps qui n'est pas chronologique, qui est un temps logique. Si vous augmentez la masse monétaire, et qu'il n'y a pas d'augmentation des quantités produites, vous aurez des hausses des prix. Ça, c'est un temps logique, Vous ne pouvez pas augmenter la masse monétaire pour faire quelque chose qui serait augmenter la richesse de la nation. Là, je vous cite un de ses adversaires qui nous dit « C'est au temps seul qu'il appartient d'augmenter le numéraire des nations et non à leurs législateurs. C'est par l'industrie du peuple qu'il doit s'accroître et non par des tours de force. » Donc, il faut un temps long et lent, celui de l'augmentation de la production et des richesses, qui fera peut-être augmenter la masse monétaire, mais vous ne pouvez pas accélérer le temps en augmentant la masse monétaire. Et aujourd'hui, les monétaristes, les libéraux, aujourd'hui vous diront ce qu'ont fait les banques centrales depuis la crise de 2008 et depuis le Covid, c'est pas possible en fait. Vous avez créé trop de monnaie, et donc le temps logique de l'économie s'est produit, et vous avez créé de l'inflation. Vous ne pouvez pas créer trop de monnaie. Vous ne pouvez qu'attendre que l'économie va créer de la monnaie, ou pas d'ailleurs. Alors je termine sur cette histoire des assignats et du temps avec encore une autre conception qui ramène à la conception apocalyptique et chrétienne dont parlait Caroline au départ. On a des adversaires encore plus farouches de l'assignat, ce qu'on qualifierait nous aujourd'hui d'ultralibéraux, des jansénistes millénaristes lyonnais qui sont députés à l'Assemblée, qui sont députés aux États généraux, qui étaient proches de Mesmer à la fin de l'Ancien Régime, et qui émettent des prophéties sur ce qui va se produire avec les assignats. Et qu'est-ce qui va se produire avec les assignats selon eux ? Eh bien, une apocalypse. Ils reprennent la trame générique de l'Apocalypse de Jean, et ils nous expliquent que
eh bien, les assignats, c'est une forme de punition divine qui va, là encore, eh bien, accélérer le temps, détruire la société, c'est cette année jubilaire là, dont parlaient les adversaires de l'Assidia, et qu'une Jérusalem céleste, hein, que là, cette fois-ci, eh bien, un nouveau temps va apparaître sur les ruines de la Révolution. Et ils l'espèrent à tout craint. Donc finalement, les assignats, ils s'y opposent, mais en même temps, ils se disent que ça va précipiter la chute de la Révolution, ça va accélérer le temps, ça va accélérer cette destruction, et ça, c'est formidable. Et on a quelques républicains exagérés qui disent exactement la même chose. Ils nous disent, c'est formidable, on va accélérer la venue d'un nouveau royaume, alors certainement pas un royaume terrestre, hein, mais un nouveau royaume où, eh bien, effectivement, on aura une apocalypse des fortunes. Le député Cambon nous dit, et je termine là-dessus, la liberté et l'égalité que les prêtres voluptueux prêchaient depuis tant de siècles, eh bien, nous l'avons accompli sur terre. Voilà. Je vous remercie. Merci infiniment, Arnaud. Alors, on a bouclé la boucle en quelque sorte, puisque à force de critiquer le modèle de départ, on en arrive à effectivement considérer qu'au fond, eh bien, ce régime d'historicité ancien, celui qui est hanté par l'apocalypse et la fin des temps, eh bien, on le trouve dans le savoir le plus moderne produit par les Lumières, hein, l'économie politique dont tu as très bien parlé. Alors, la parole est au public. Il nous reste 40 minutes. Est-ce qu'il y a parmi... Oui. On va fermer les portes. Est-ce que certains d'entre vous... Alors, Monsieur Prochasson. On a un public choisi. Hein. Merci à tous les quatre pour ces exposés absolument passionnants. À vrai dire, j'ai deux remarques, questions, je ne sais pas, inspirées par vos réflexions. La première, puisque vous avez finalement, et moi je me place, ceux qui sont des amis ne s'en étonneront pas, plutôt par rapport à ce qui s'est passé après et au regard de ce qu'on appelle d'ailleurs la pensée, au fond, progressiste. Et donc je voudrais revenir sur cette notion de progrès. Au fond, quels sont les indices du progrès? Puisqu'on voit bien, et surtout dans la première moitié du XIXe siècle, comment les pensées que vous avez décrites les uns et les autres sont relayées, retravaillées, et peut-être figées d'ailleurs d'une certaine façon, au regard de votre approche critique. Et on voit que chez ces penseurs-là, je pense en particulier à quelqu'un comme Fourier, peut-être, qui sont d'ailleurs à la fois admirateurs des Lumières, mais critiques de la Révolution, que le progrès n'est pas une courbe régulière, et que la pensée stadiale dont vous avez, Arnaud, et auquel faisait référence Arnaud et Caroline tout à l'heure, ce n'est pas des pas qui nous font logiquement avancer vers le meilleur, mais qu'il y a des étapes ou des stades qui se succèdent et qui ne sont pas forcément meilleurs que les précédents. Ce qui d'ailleurs nous renverrait à une réflexion un peu ordinaire et vous inviterait à commenter le « c'était mieux avant », c'est-à-dire qu'au fond que le passé était meilleur que le présent. Bon, voilà. Alors, je voudrais savoir, au fond, quels sont les indices du progrès chez les différents, dans les différentes pensées que vous avez. Alors, elles sont d'un ordre différent, évidemment, je pense, chez les économistes que chez les philosophes. La deuxième question la question remarque, je ne sais pas, toujours du point de vue ultérieur, me venait surtout en écoutant Arnaud, et comment on puisait dans le passé, au fond, des mécanismes logiques qui permettaient, ou pas, d'éclairer l'avenir. La fameuse formule de Marx, d'ailleurs malheureusement traduite,
sur l'histoire, ou les faits plus exactement, qui se répètent 2 fois. D'ailleurs, c'est très mal traduit, parce que s'ils répètent 2 fois, ça veut dire qu'ils se produisent 3 ou 4 fois, mais qui se produisent 2 fois. Donc là, c'est phénomène de répétition de l'histoire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est travaillé, commenté, critiqué parmi les différents acteurs que vous affrontez? Merci. Je commence. Merci, merci Christophe. Alors, il me semble que les économistes qui vont succéder à Smith, dont parlait Sylvia, aux physiocrates, je pense en particulier à Jean-Baptiste Say pour la France, mais on avait déjà ça très, très fortement en germe chez Smith, puis qu'on va trouver chez Ricardo, ensuite chez John Stuart Mill, chez plusieurs penseurs importants britanniques du début du XIXe siècle. Ce qui marque quand même à la fois ce rapport présentiste, si on veut utiliser un gros mot, au temps, qui est celui d'imposer les bonnes lois naturelles qui vont nous conduire à un équilibre des forces, c'est-à-dire à un équilibre des prix, il est couplé quand même avec de plus en plus une idée de progrès si on parvient à accumuler du capital. Et finalement, l'aune, le benchmark qui nous montre si oui ou non il y a progrès, c'est de savoir si une société est capable d'accumuler du capital. Et donc, pour cela, il faut mettre en place ce qu'avait prévu Smith, c'est-à-dire la division du travail qui va permettre d'augmenter la productivité des travailleurs. Augmenter la productivité des travailleurs, ça va augmenter les profits des négociants et des manufactures, ça va permettre de l'épargne. Et l'épargne, elle doit servir de nouveau à mettre en œuvre du travail productif et pas du travail improductif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'acheter des services, il ne s'agit pas d'acheter des danseurs ou des danseuses ou des musiciens avec ces profits. Il faut toujours les réinvestir. Et donc il me semble que finalement, leur idée de progrès, elle se confond avec cette idée d'accumulation du capital. C'est la seule manière qui permettra d'avoir une flèche de temps pointée vers le futur et donc vers une amélioration des conditions des sociétés. Parce qu'ils sont pas très... Alors même si des gens comme Smith sont assez conscients de la dégradation que peut produire la division du travail sur l'état de santé et l'état moral des travailleurs et qu'on ne va pas forcément là vers un progrès. Alors la répétition de l'histoire... les événements qui se produisent toujours 2 fois, oui, alors on trouve ça assez souvent quand même chez nos économistes des Lumières, chez Turgot, chez Condillac, on a l'idée selon laquelle lorsque les sociétés vont atteindre un stade de luxe, où le luxe va se répandre dans de fortes couches de la société, en particulier au moment où les aristocrates vont quitter leurs terres, où ils vont être improductifs, où ils vont vivre dans des villes opulentes, où ces villes opulentes vont attirer tout un tas de main-d'œuvre sous forme de domestiques dans ces villes, alors on va avoir un processus de régression qui va se mettre en place. C'est ce que Condillac appelle le temps du frivole, où on va commencer à faire des investissements qui ne sont plus des investissements productifs, qui sont des investissements en services improductifs, justement, et à partir de ce moment-là, tout va se dégrader. Et Mirabeau, le père, nous explique un peu le même processus, tout va se dégrader, l'agriculture va se dégrader, et puis on va chuter. Et là, on va revenir à une histoire cyclique, on va reprendre une société qui, finalement, a perdu beaucoup de ses richesses et va devoir refaire ces cycles dont on parlait tout à l'heure. Je continue. Donc, merci pour la question, Christophe. Et en effet, pour ce qui concerne les historiens écossais, les modes de subsistance sont exactement ce qui deviennent les modes de production de Marx. Donc, et la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler sur l'Écosse, c'est que j'étais intéressée au matérialisme historique et aux sources de Marx. Et donc, c'est ce qui sont pour les Écossais la chasse dont on a parlé tous les deux, après l'élevage, après l'agriculture, après les commerces. Clairement, déjà, les noms dénotent que ce qui intéresse en premier, mais ce n'est pas la seule chose, c'est comment
quel est le mode de subsistance, comment on se procure la subsistance. Et le deuxième point, c'est quels sont donc les signes du progrès. Les signes du progrès, c'est la complexification des sociétés, c'est le passage des sociétés très uniformes, très égaux, à des sociétés inégales. Et ça, c'est l'autre question, parce que pour les Écossais, cette inégalité, c'est le résultat de la modernité. La modernité est inégale. Et ce n'est pas, c'est vraiment contre Rousseau que Adam Smith commence à écrire. Et c'est vraiment, c'est tout l'inversion, à vrai dire, de Rousseau. À partir du fait que pour Rousseau, l'homme n'est pas en société, mais donc il n'est pas naturellement social. Déjà, pour les Écossais, l'homme né en société reste en société, comme disait Montesquieu, comme disait Buffon, etc. Mais c'est surtout le fait que l'histoire, c'est une histoire de subordination, écrivait Ferguson. L'histoire de la modernité est une histoire de subordination. Donc l'inégalité fait partie de la modernité et la division du travail rend cette inégalité beaucoup plus forte qu'au départ. C'est ce que Arnaud disait. Mais cela ne signifie pas que la modernité n'a pas de problèmes pour les Écossais. Une grande partie de la réflexion, et c'est pour ça les livres que j'avais écrits issus de ma thèse s'appelaient Les limites du progrès, et une grande partie de la réflexion, ce sont les problèmes de la société civile, ce sont les problèmes des sociétés avancées, y compris le fait que les travailleurs sont obligés dès l'âge de 4 ans à faire une simple opération toute leur vie, et donc, par définition, ils n'ont pas d'espace pour la culture, pour d'autres possibilités, sinon, dit Adam Smith dans ses leçons de Glasgow, aller à boire dans les pubs tout ce qu'ils ont gagné pendant la semaine de travail. Et quelle est donc la solution? La seule solution, et c'est très important parce que les Lumières écossaises développent beaucoup sur ces points, c'est l'éducation. Et par rapport à la question, et je serai plus bref, de la répétition, l'idée c'est que de toute façon, les êtres humains réagissent de la même façon dans les mêmes situations. Donc il y a une idée d'une uniformité de la nature humaine. Donc face à des situations similaires, ils réagissent de façon similaire. Cela signifie que l'histoire est faite aussi par des étapes qui sont... C'est l'étape qui se répète, en principe. Après, il y a 3000 exceptions, y compris les chaos dont parle Voltaire, et il n'y a jamais une vision unique, mais plutôt des alternances, etc. Mais l'histoire fondamentale, j'ai conclu sur ça, que la question fondamentale pour les Écossais, c'est le progrès inégal. Le fait de pourquoi les Amérindiennes sont restés sauvages, selon leurs questions, et pourquoi seulement les Européens, ou plutôt les peuples de l'Europe nord-occidentale, sont arrivés à progresser. Donc la question, c'est vraiment comment expliquer cette inégalité, non-homogénéité du progrès. Répondre. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire Arnaud et Sylvia. J'ajouterai 2 choses. D'abord, je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas de théorie intégrée du progrès. Il n'y a pas le progrès, il y a les progrès. Et donc là, il y a avec un P minuscule. Et donc c'est la grande question, c'est plutôt comment des progrès, on va dire sectoriels, sont ou pas compatibles. Avec cette grande inquiétude qui viennent de souligner, c'est est-ce que les progrès dans certains domaines, progrès par exemple de la culture matérielle, avec le développement du commerce, de l'économie, des techniques, etc., ne va pas se traduire par un recul ou par une dégradation, par exemple, morale. Ça, c'est la grande question de Rousseau. Il l'a dit très, très violemment. En gros, il dit plus vous avez de lumière, de savoir, de connaissances, plus les mœurs se dégradent. Mais au fond, tous sont quand même un peu hantés par cette question. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que quand même, s'il y a un critère pour les Lumières, notamment en France, c'est un peu différent en Écosse, justement, et par exemple chez Condorcet, c'est le savoir. Le progrès, c'est le progrès des connaissances, ce qui est vraiment le critère le plus important. Et d'ailleurs, c'est bien les progrès de l'esprit humain chez Condorcet. C'est pas, même s'il est attentif à des dispositifs, à l'imprimerie, etc., mais c'est pas une histoire économique et sociale comme l'histoire stadiale des Écossais. C'est la question, le critère principal, c'est l'accumulation du savoir et des connaissances qui, évidemment,
n'est pas forcément et nécessairement compatible, n'implique pas forcément un progrès social et moral des sociétés. Et c'est là le pari. Au fond, il y a un pari, c'est que ce progrès des Lumières, avec un L minuscule, comme on dit au XVIIIe siècle, c'est-à-dire le progrès des connaissances, peut embrayer sur une amélioration de l'autonomie des individus et une amélioration en fait, du bonheur individuel et collectif. Et ça, c'est un pari, c'est le pari des Lumières. Et juste sur la question et ce pari, il est un pari qu'effectivement, c'était pas mieux avant. Donc, pour revenir sur cette question, il y a une citation de Volney, qui est à la fois donc, un des héritiers, un des philosophes héritiers, mais qui est aussi un homme de la Révolution. Et il se plaint beaucoup justement du discours du « c'était mieux avant », qui existe déjà donc, au XVIIIe siècle. Et il dit tous les gens qui disent « c'était mieux avant », ils déterrent les ossements des pères pour taper sur les fils. J'aime beaucoup cette formule, bon, ça marche encore assez bien aujourd'hui. Je vois une main se lever. Il faudrait parvenir à transmettre le micro. Si... Merci Najat. Je vous en prie. Pardon, excusez-moi. Il y en a plusieurs. Merci beaucoup Thomas Meissen. J'essaye, Antoine et Sylvia, de lier vos conférences par le concept même du progrès comme une façon de discuter l'actualité. Si je prends la démarche d'Antoine, pourrait-on dire que ça se fait justement à travers le concept de progrès pour mieux saisir tous ces différents développements, certains avec un P minuscule, progrès, certains autres qui sont lamentables. Je reviens à Voltaire, donc, notamment dans le domaine des mœurs, etc., comme une façon de dire, bon, et là je prends un autre concept koselleckien qui parle de la simultanéité de ce qui n'est pas simultané. Et ça, c'est, à mon avis, en tout cas selon Koselleck, aussi une découverte du XVIIIe, dans les Lumières, de dire, bon, on a les colonies, on a les Indiens, on a les Chinois, on a les Européens, donc il y a des différences manifestes qui, avant, étaient là, mais n'étaient pas tellement présents. Et peut-être mieux encore, le cas de l'Écosse, on a les Highlands, les Écossais rustres, barbares, à quelques kilomètres de Glasgow. Donc comment expliquer ces différences dans l'actualité et tous les problèmes qui vont avec, c'est ce que Arnaud a montré donc, dans le cas très concret de la Révolution, des temporalités différentes qui puis peuvent être résolues peut-être, c'est ça la question, par un concept de progrès dont on dirait certains sont plus avancés que les autres. Et il y a ceux qui sont partis avec un retard ou qui ont une vitesse moins forte, à la différence de l'histoire du salut, qui est quand même encore présente, l'histoire du salut dans la tradition chrétienne, qui dirait évidemment, là il y a aussi un progrès, mais c'est un progrès extra-humain, ce n'est pas un progrès terrestre, mais il n'y a pas de vitesse différente. Parce que la vitesse, c'est Dieu qui décide, il y a un début, il y a le jugement dernier, mais il n'y a pas ceux qui vont arriver au jugement dernier avant les autres. Tandis que là, on est devant des différences économiques, sociales, politiques, qui demandent une explication pour saisir, disons, la globalité de ces phénomènes, et le progrès pourrait être justement cette réponse à ce défi. Merci beaucoup, Thomas. Au fond, c'est la question que Sylvia a évoquée à la fin de son papier, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette découverte de temporalités différentes dans le présent, où le présent des autres est en fait le passé est renvoyé comme un passé d'Europe. Et c'est vrai que c'est une question, mais surtout, je pense que pour les Lumières, là où la question devient essentielle, c'est que ce sont, parce qu'ils sont dans un même présent, mais surtout dans une même actualité, mais surtout dans une actualité
connectés, avec une conscience de l'interaction des différentes populations, notamment avec la question coloniale, le contact colonial. La question n'est pas simplement de temporalité disjointe et parallèle, mais de la rencontre entre deux temporalités. Et donc, devient la question qui devient aussi bien à l'échelle coloniale qu'à l'échelle intérieure, comment ceux qui se perçoivent, qui se pensent comme plus avancés dans le temps de l'histoire ou dans le temps des sociétés, peuvent permettre aux autres d'accélérer leur propre processus pour les rejoindre. Et c'est le discours de la civilisation, au sens non pas du progrès de civilisation, mais du fait qu'il faut civiliser ceux qui ne le sont pas encore, ou à l'échelle intérieure, d'ailleurs, éclairer ceux qui ne le sont pas encore, parce que ce différentiel de temporalité, il se joue aussi, par exemple, entre les élites et les paysans. Donc, il faut comment ceux qui sont déjà éclairés peuvent éclairer ceux qui ne le sont pas encore, comment ceux qui sont civilisés peuvent civiliser ceux qui ne le sont pas encore. Et le début de la 10e époque de Condorcet, là où il commence à faire un pronostic sur l'avenir, s'ouvre justement par ça, par cette question que tu poses, c'est dire comment on fait pour que... Il dit il y a deux peuples qui sont en avance. Alors je suis désolé, il n'y a pas les Allemands, c'est les Français et les Anglo-Américains, parce que c'est ceux qui ont fait des révolutions, donc ils sont en avance justement sur la liberté. Et tous les autres, il y a les peuples encore dans la barbarie des monarchies, c'est le reste de l'Europe, et il y a tous ceux qui sont dans la sauvagerie. Comment on fait? Et il dit, il y a deux types de contacts. Il y a le contact colonial violent, brigandage, qui va détruire ces autres populations, mais ce qu'il espère, c'est qu'il y a le modèle, il y a le modèle civilisateur européen qui va les amener, et là cette prophétie terrible sur les États-Unis, puisqu'il dit toutes ces populations indiennes, au contact des populations européennes, elles vont soit se civiliser, soit disparaître. Et donc cette temporalité, ce différentiel de temporalité, la pensée de l'histoire et du progrès, au fond, elle est terrible parce qu'elle est à la fois pleine de bonne conscience universaliste. Tout le monde est amené à suivre la même trajectoire du progrès, et en même temps, elle se traduit par une alternative entre la disparition et l'assimilation au même. Je suis autonome avec mon micro. Donc, merci beaucoup, Thomas, pour la question. Tu as tout à fait raison. On aurait pu utiliser les mots simultanéité aussi. Et c'est ce que j'utilisais en disant ce qui constitue les présents d'ici peut croiser dans les passés de là-bas ou passés d'ici. J'avais cherché de jouer sur cette simultanéité, mais c'est l'une des questions qui est absolument centrale et importantes sur lesquelles on réfléchit, les Lumières réfléchit. Et en effet, la question de l'espace et du temps s'articule ensemble. Si on pense, il y a une citation très belle de Gerando à la fin du siècle qui dit « Chaque pas qu'on fait dans les globes, on fait un pas dans l'histoire, à l'arrière dans l'histoire, par rapport au point de départ, que c'est les points européens. » Donc, la question de l'espace et la question du temps sont toujours articulées ensemble dans une vision avec des temporalités qui ne sont pas homogènes, parce qu'après, selon où on va, on trouve des temporalités différentes. Et donc, la question, c'est aussi la question des rythmes, des progrès. Et il y a des rythmes différents dans les globes, dans des points différents. Et l'autre question, c'est en effet, oui, la question des Highlanders en Écosse est une question très, très présente dans les débats écossais. Et les Highlanders sont souvent appelés les Indiennes. Et dans Johnson et Boswell qui font le tour de l'Écosse, souvent ils les appellent, sont considérés des sauvages, et à minima sont des sociétés féodales qui sont considérées, et sinon même totalement comparées aux Indiens. Et cela, c'est vrai dans une grande partie de l'Europe. Genovesi, quand on parle des paysans à les portes de Naples, il parle des Hottentots
à les portes de Naples, etc. Donc, je pense aussi, étant donné que je travaille sur les questions raciales, je pense aussi que la construction d'une altérité interne est parallèle à la construction d'une altérité externe de l'Europe. Et donc, il y a toute une civilisation aussi intérieure de l'Europe. Les Irlandais sont l'autre grand exemple, qui sont la première colonisation interne de l'Europe, et plein de relations de pouvoir qui se sont constituées en Europe sont après rejouées sur le reste du monde à partir du moment de l'expansion européenne dans le monde. Et donc, je m'arrête ici pour le moment. Oui, juste en un mot pour compléter encore ce qu'ont dit Antoine et Sylvia sur cette... En fait, il y a une espèce de disjonction qui est intéressante quand on regarde des gens comme Anne-Robert Jacques Turgot, qui est un compagnon de route de la physiocratie, ou Adam Smith. D'un côté, ils vont prendre les, entre guillemets, sauvages de l'Amérique comme des exemples anhistoriques quand ils veulent établir, par exemple, une théorie de la valeur. Et on va nous dire, bah voilà, ils échangent tel ou tel produit, deux sauvages échangent tel ou tel produit, on va pouvoir établir une théorie de la valeur à partir de cet exemple paradigmatique anhistorique. Et de l'autre, ces peuples-là ne sont pas au même stade de développement. Et ils ne sont pas au même stade de développement parce qu'ils ne connaissent pas la propriété privée. Et pourquoi ils ne connaissent pas la propriété privée ? Parce qu'il y a des conditions climatiques, nous on dirait environnementales, qui ne les ont pas poussés finalement à passer à un autre stade de développement, parce qu'ils ont des choses trop en abondance, ou parce qu'ils vivent dans des forêts trop denses, etc. Donc il y a cette disjonction permanente entre le sauvage modèle anhistorique de presque l'homo economicus, en fait, de la science économique du XXe siècle, et en même temps le fait que le sauvage ne soit pas au même stade pour des raisons environnementales. Le seul, en fait, qui fait le lien entre les deux, me semble-t-il, qui accorde les deux, c'est Carl von Linné. C'est le célèbre naturaliste dans sa science économique, où il nous explique, il prend le modèle des Lapons, des peuples samis du cercle polaire, et il nous dit, ben voilà, ça c'est le peuple qui fonctionne bien. C'est-à-dire, ils fonctionnent en parfaite harmonie avec leur environnement parce qu'ils connaissent toutes les propriétés des plantes, des animaux, du règne minéral, etc., etc. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, en fait. Il faut que tout le monde se fasse autochtone chez soi, il faut que tout le monde se fasse lapon chez soi, et là on va coordonner finalement les deux modèles. Je voudrais me faire la pont chez moi. C'est belle comme image. Est-ce que je peux ajouter... Vas-y, vas-y. Non. Et la chose, je voulais... En effet, les progrès, et surtout dans les sociétés cécidistes sauvages, ce n'est pas linéaire du tout, c'est fait par saute, par fracture. Et ce n'est pas considéré plus long de l'histoire, c'est lui dépassé de ce qu'il considère la stagnation des populations amérindiennes au début du progrès, que selon les Écossais, ça c'est un autre point, la propriété privée pour les Écossais n'est pas du tout la propriété qui est née avec l'agriculture, elle naît avec l'élevage. Donc c'est là les pas plus longs de l'histoire de ces points de vue, parce que la propriété privée, il ne connaît pas la propriété privée. Et je voulais dire une autre chose, mais et oui, que les Amérindiens donc représentent à la fois les miroirs des anciens Européens, mais aussi un problème historique, parce que du fait de leur incapacité à progresser, donc les deux vont ensemble. Et il y a cette contradiction des fonds, parce qu'ils sont les miroirs, comme disait Locke, mais de l'autre côté, ils sont un miroir qui n'a pas jamais franchi l'autre pas pour commencer, selon leur vision, à progresser. J'allais rajouter un point, mais il y a peut-être des questions. Il ne faudrait pas non plus qu'on monopolise la parole s'il y a des questions. Oui. Monsieur ? Bonjour. Alors moi je suis prof d'histoire dans le secondaire et justement les lumières et la notion de progrès c'est quelque chose qui est complètement transversal dans l'enseignement de l'histoire. Mais aujourd'hui, à l'heure de l'Anthropocène ou de ce que certains appellent le Capitalocène, cette notion de progrès, et notamment de progrès technique, est de plus en plus remise en question quand on voit l'impact de l'homme sur Terre. Donc, qu'est-ce qui peut rester encore aujourd'hui l'idée du progrès du temps des Lumières qui serait encore compatible, applicable à notre époque comment ne pas renier cet héritage, justement voilà.
des Lumières à l'heure actuelle? Alors, merci, c'est une très bonne question. Justement, alors ça c'est important et c'est vrai que c'est compliqué lorsqu'on enseigne pour des plus jeunes, c'est-à-dire qu'on est obligé évidemment de présenter les choses de manière assez simple, sans rentrer dans les nuances. C'est vrai qu'il y a cette identification, lumière, théorie du progrès, dont je parlais tout à l'heure. Et je pense que ça, quand même, il faut beaucoup la nuancer. Et surtout, il ne faut surtout pas, en tout cas, s'il y a une réflexion des Lumières sur le progrès, c'est absolument pas une croyance dans les bienfaits du progrès technologique. Du progrès. Alors ça, il ne faut pas projeter sur les Lumières ce qui est alors le saint-simonisme que Christophe Prochesson connaît très bien, mais en gros la révolution industrielle, le progrès scientifico-technique du 19e siècle. Il y a plutôt les Lumières, c'est pas une théorie du progrès, c'est pas une apologie du progrès, c'est une réflexion plutôt inquiète sur les évolutions historiques, sur les possibilités de progrès futurs et de progrès pensés en termes, non pas de progrès scientifique et technique, mais, enfin, il y a une idée de progrès, mais d'accumulation des connaissances permettant aux individus d'être autonomes et d'arriver à un bonheur individuel et collectif. C'est quand même la grande idée, hein, le bonheur qui remplace le salut, grâce à ces connaissances, mais tout en étant très conscient qu'au fond, c'est un processus compliqué, difficile, qui se heurte à énormément d'obstacles. Alors, évidemment, ça paraît un peu contradictoire par rapport à ce lieu commun, parce qu'on a projeté sur les Lumières la philosophie de l'histoire du 19e siècle à partir de Hegel, et en fait, c'est pas du tout ça. Donc, c'est pour ça que je prenais l'exemple de Candide, mais franchement, voilà, avec des collégiens, des lycéens, on peut leur faire relire Candide et on voit que ce n'est pas du tout l'idéologie du progrès. Et je le disais en plaisantant, mais même à la fin, c'est vraiment, il dit qu'il faut arrêter de consommer des produits qui viennent de loin. Le sucre, n'oubliez pas que c'est quand même des esclaves, et c'est à ce prix-là que vous mangez du sucre en Europe. Et à la fin, on va consommer local, parce que tous ces produits qui viennent de très loin, et par ailleurs, maintenant, il y a pas mal de travaux qui montrent qu'on a le début, avec les Lumières, d'une conscience écologique, d'une réflexion sur ce qu'on appellerait maintenant la soutenabilité du développement et de la croissance, une réflexion sur les catastrophes que sont, par exemple, des processus de déforestation liés aux entreprises économiques, par exemple, dans les îles colonisées du Pacifique ou en Écosse. Donc, il y a maintenant pas mal de travaux qui montrent qu'il y a toute cette réflexion. Puis un dernier point, je pense que c'est très important aussi de voir que les Lumières, dans cette dimension aussi autocritique, voire parfois un peu pessimiste, se pensent souvent comme arrivés déjà trop loin. Alors nous, ça nous semble très bizarre, parce qu'on a l'impression que les Lumières, on a quand même fait beaucoup, enfin, progrès ou pas progrès, mais en fait, eux pensent, la plupart des penseurs des Lumières, ils pensent qu'ils ont déjà dépassé le point d'équilibre. Diderot, justement, si on est sur la simultanéité quand il pense aux Tahitiens, puisque le XVIIIe siècle, c'est aussi la découverte de ces îles du Pacifique et de ces hommes de la nature tels qu'ils sont perçus, il dit « Les Tahitiens sont la jeunesse de l'humanité, nous en sommes la vieillesse ». Et c'est ce que Sylvia avait montré aussi dans ses travaux, l'idée que peut-être le point d'équilibre du bonheur humain a été dépassé, que la civilisation européenne, elle est déjà corrompue par l'excès de commerce, donc voilà, donc je pense que c'est important d'arriver aussi à penser que l'héritage des Lumières, c'est pas forcément un héritage d'apologie du progrès, mais c'est un héritage d'une réflexion qui continue à assumer l'idée qu'il peut y avoir une amélioration et qu'une amélioration de la condition humaine est souhaitable. C'est ça, de ce point de vue-là, par la dimension émancipatrice du savoir et de la connaissance, mais que ça implique une réflexion sur les conditions socio-économiques et politiques qui rendent cette émancipation possible. Voilà. Et pour ajouter un mot, mais qui va complètement dans le sens d'Antoine, sur la fin de Candide, cultiver notre jardin et cette accumulation de connaissances, c'était la dernière phrase quand Linné nous invite à se faire l'apon chez soi,
On a une science qui s'appelle la physique économique ou science économique, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'économie politique qui naît au même moment, dans les années 1750, 1760, 70, qui est très forte en France, notamment chez un agronome comme l'abbé Rosier, par exemple, et qui nous explique exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut connaître son environnement, consommer chez soi, ne pas faire de déforestation, réussir finalement à ne pas faire venir de produits exotiques, faire attention à bien utiliser les pluies, utiliser au maximum son climat autochtone, etc. etc. Et cette science-là, ce savoir-là, il se veut en concurrence directe avec l'économie politique. Il nous explique que faire de la production capitalistique céréalière, ce n'est pas une bonne méthode. Ce n'est pas une bonne méthode pour les sociétés humaines. Et un dernier mot sur ces points, qui en effet c'est un point qui est très important pour nous tous et au centre, à vrai dire, de nos réflexions aussi. Et pour compléter encore, avec les progrès, il y a toujours des pertes. Je pense tout le monde réfléchit aussi sur ce qu'on perd avec les progrès pendant les progrès historiques. Et les progrès, c'est plutôt... Il y a un modèle général, mais c'est vraiment constitué par des exceptions toujours de l'histoire. Il y a une idée aussi très relativiste qui est parallèle aux Lumières. C'est pourquoi qui est fondée, si on pense à Montesquieu, si on pense à l'esprit des lois, si on pense à l'être personne, etc., la question du relativisme fait partie aussi de la pensée des Lumières, autant que la question du progrès. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'avais insisté au départ sur la question du débat, parce que les Lumières sont en premier lieu un débat sur toutes ces questions. Donc c'est la question, c'est pourquoi on revient à l'actualité, ce sont les questions du présent, leurs questions, c'est vraiment de réfléchir sur ces questions qui amènent à une multiplication des points de vue qui ne sont pas réducibles à un point de vue unique. Juste encore un mot là-dessus, parce que, par exemple, avec des lycéens ou des collégiens, je pense qu'il y a un truc génial, c'est de faire, c'est le tremblement, un truc mais très connu, que vous connaissez évidemment, qui est le tremblement de terre de Lisbonne, et tous les débats que ça suscite, parce que là, on a une catastrophe écologique, mais aussi sociale, c'est comme la destruction d'une des grandes villes européennes, et ça suscite énormément de débats, y compris des débats sur les responsabilités. Alors, est-ce qu'il faut le voir comme on l'aurait vu souvent en termes de châtiment divin? Est-ce qu'il faut le voir comme un élément, une responsabilité? Notamment, Rousseau dit, mais c'est parce qu'on a laissé construire, on a mal construit, pas cher, pour l'appât du gain, etc. Donc il y a toute une réflexion sur ces éléments. Voltaire est vraiment détruit par l'événement. Ben, ça remet en cause, il voit l'importance du mal, du malheur, de l'injustice. Et donc, c'est extrêmement intéressant, et justement, ça articule à la question de l'actualité. Parce que dans toute l'Europe, on s'intéresse, on s'informe. Donc, vous voyez, on peut faire le lien avec, je sais pas, le tsunami. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une actualité, un intérêt pour du très contemporain qui suscite de la réflexion philosophique, mais aussi sociopolitique sur les conditions même du progrès et ses limites. Oui, c'est vraiment la question des catastrophes. C'est exactement construit, catastrophes naturelles par les Lumières, exactement autour de cet épisode. Et l'autre point, c'est la question du bonheur qu'Antoine a évoqué plusieurs fois. Là aussi, il n'y a pas de consensus du tout. En Écosse, il y a aussi des personnes, des historiens qui sont très proches de Rousseau. Mon ami Monboddo, Lord Monboddo, donc je suis arrivée à placer Monboddo aussi, que c'est vraiment Rousseau et son point de vue, et sa question principale est la société a progressé, mais le bonheur, est-ce que le bonheur a progressé ou pas? Et ça, c'est une question ouverte, parce qu'avec les progrès, toute la partie de ce qu'on perd est toujours très présente dans plusieurs auteurs tout le temps. Je vous remercie. Alors, je suis pas sûre. On a encore le temps de prendre une question? Oui, ok.
c'est une question peut-être plutôt pour Arnaud. Vous avez tout à l'heure évoqué le jubilé. Voilà. Donc, j'aime bien cette idée de jubilé, qui est un mot hébreu qui est rentré dans le vocabulaire latin et français. Donc, c'est cette histoire de cycle de tous les 7 ans, 7 x 7, 49, etc. Et pour moi, le jubilé, c'est un moment où on remet les choses à zéro. C'est-à-dire, c'est quelque part éviter que les choses s'enlisent. Donc on dit, voilà, on remet tout le monde en liberté et le temps continue. Et quand je regarde le monde aujourd'hui, je suis assez intéressé par l'économie du sport pour justement essayer d'anticiper ce qui peut nous arriver, puisque c'est quelque chose qui est assez... une des grandes déflagrations. Et on arrive aujourd'hui à faire des stades pour une Coupe du Monde avec des stades avec de l'air conditionné, enfin un truc qui a un non-sens absolu, avec 6500 morts pour les construire. Et donc on est dans une société aujourd'hui où on n'a plus ce temps d'arrêt pour repartir, pour que le temps puisse repartir. Donc qu'est-ce qui pourrait être l'équivalent ou qu'est-ce qui pourrait donner dans le monde aujourd'hui quelque chose qui s'apparente au jubilé, justement, où on puisse repartir sans être enlisé par une espèce de mécanique là, qui va de plus en plus vite, qui s'emballe un petit peu quelque part. Une vaste question. Bon, il y a 2 réponses. Il y a une réponse de court terme et une autre de moyen terme. À court terme, on revient à des questions inflationnistes. C'est-à-dire que si l'inflation s'emballe, je ne suis pas sûr que ça se produise, mais il se peut que ça se produise dans les pays occidentaux, qu'on ait ce qu'on appelle une boucle prix-salaire. Donc les prix augmentent, on augmente les salaires augmentent, les profits baissent, on augmente les prix. Donc c'est la fameuse boucle prix-salaire qui a tendance à augmenter les taux d'inflation de plus en plus. Et là, on va avoir un apurement des dettes publiques et privées. Donc là, on pourrait se dire que en partie, les particuliers et les États vont pouvoir repartir un peu à zéro. L'hyperinflation, c'est toujours une remise à un jubilé des dettes. Mais ça, c'est du très court terme. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'anthropocène. Au contraire, parce que ça veut dire que si on peut repartir, on va repartir pour consommer et pour extraire. Le problème, il ne vient pas tellement non plus des ressources fossiles. Parce que des ressources fossiles, il y en a beaucoup trop. Du charbon, il y en a beaucoup trop. Il y en a du pétrole, il y en a beaucoup trop. Du gaz aussi, il y en a beaucoup trop. Si on brûle tout, la température, elle va monter, la température du globe, elle va largement dépasser les 6 degrés. On a encore 150 ans de charbon devant nous. Donc c'est pas ça non plus qui produira le reset. Le problème, c'est plutôt les ressources renouvelables en fait. Les terres arables, les forêts, l'eau. Et là, effectivement, on va peut-être arriver à un point critique dans pas mal d'endroits qui devra peut-être nous conduire à un nouveau jubilé, c'est-à-dire effectivement à remettre à plat un certain nombre de nos comportements, mais de manière drastique. Et sur ces paroles prophétiques qui réjouissent la spécialiste du XVIe siècle qui est en moi, je vous remercie vraiment tous les 3 pour cette passionnante discussion et aussi pour le public qui a été un acteur vraiment important de ces échanges. Merci à vous.